Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette émission spéciale sur CNews et sur Europe 1. 1 heure face aux candidats aux élections européennes en direct avec Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Ce soir, à 3 semaines du scrutin, nous recevons la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella. Bonsoir Monsieur Bardella. Bonsoir et merci de votre invitation. Nous allons avec vous explorer les différentes parties de votre programme pour ces élections européennes. Et d'abord Monsieur Bardella, une question sur l'actualité concernant bien sûr la Nouvelle-Calédonie. Ce matin à l'aube, les corps de 2 gendarmes tués sur place sont arrivés sur la base aérienne d'Istres pour une cérémonie d'hommage qui a été faite en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Emmanuel Macron a réuni ce soir un conseil de défense. Il constate de nets progrès dans le rétablissement de l'ordre. Il mobilise des moyens supplémentaires. Des militaires seront déployés pour protéger les bâtiments publics à la place des policiers et gendarmes qui sont épuisés. Jordan Bardella, est-ce que le président de la République peut s'en tenir là à ces déclarations pour que la tension baisse sur le terrain ? Bon, d'abord, il y a un impératif, c'est le rétablissement de l'ordre et de la sécurité sur chaque mètre carré du territoire de la République française et donc de la Nouvelle-Calédonie. Les images que tous les jours les Français voient depuis maintenant une semaine sont des images insoutenables, avec des Français, des familles françaises qui sont barricadées, qui vivent quotidiennement, nuit et jour, dans la peur, des gendarmes, des forces de l'ordre qui sont attaquées. On tire sur des représentants de l'État et je voudrais évidemment avoir un mot pour l'ensemble de la profession, pour les gendarmes et évidemment pour les familles des 2 gendarmes qui ont perdu la vie ces dernières heures en Nouvelle-Calédonie. Le retour de l'ordre, c'est évidemment un préalable. Moi, j'avais, avec Marine Le Pen, demandé très tôt l'engagement de l'état d'urgence. Parce que la situation aujourd'hui sécuritaire est en train d'échapper à l'État et je pense qu'avant même de discuter de politique, qu'avant même de poser sur la table les bases d'un accord politique, il faut pacifier la situation. L'ordre doit revenir en Nouvelle-Calédonie parce que des Français sont aujourd'hui en danger. Ma question, Jordan Bardella, c'est est-ce que les déclarations du président Macron suffisent de constater qu'il y a de nets progrès dans le rétablissement de l'ordre ? Mais moi, je m'en réjouis. C'est une étape. Ouais, si le plus haut sommet de l'État nous dit qu'il y a des efforts dans le rétablissement de l'ordre, je m'en réjouis. Maintenant, depuis le départ, nous avons dit que le calendrier comme la méthode qui ont été choisis dans ce dossier spécifiquement de la Nouvelle-Calédonie n'étaient pas les bons. Et permettez-moi de vous rappeler que Marine Le Pen avait appelé personnellement Gérald Darmanin le mois dernier pour lui indiquer que le calendrier et la méthode qui avaient été engagés à la suite de ce texte, de cette réforme constitutionnelle, allaient inéluctablement conduire à une dégradation de la situation, à des tensions. Et évidemment, à quelques semaines des Jeux Olympiques, nous prenons le risque, et je pense que le gouvernement a été irresponsable en la matière, d'exposer nos forces de sécurité intérieures à un nouvel engagement de la force qui va évidemment épuiser beaucoup de nos fonctionnaires. Jordan Bardella, on va essayer de comprendre avec Pierre de Villeneuve un peu la position du Rassemblement national. Il y a des choses peut-être que nos téléspectateurs, nos auditeurs n'ont pas très bien compris. Pierre. Oui, puisqu'une certaine cacophonie règne autour de vos positions sur ce dossier. Vos députés ont voté pour le dégel du corps électoral à l'Assemblée nationale la semaine dernière, 76 voix sur 88 députés RN. Et pourtant, vous et Marine Le Pen, vous avez ensuite affirmé qu'il n'aurait pas fallu engager cette réforme. Pour vous, il était irresponsable d'engager ce dégel avant les Jeux Olympiques. Et Marine Le Pen dit « Je pense que le calendrier n'était pas le bon ». Pourquoi ne l'avoir pas dit avant ? Pourquoi avoir voté cette réforme ? Mais nous l'avons dit. Nous, on est favorable au dégel du corps électoral. Le Rassemblement national, et le Front national avant lui, a toujours été, est et restera un défenseur de la Calédonie, de la Nouvelle-Calédonie française dans la République française. Mais pas maintenant. Et moi, par principe, je refuse tout morcellement du territoire de la République française. Mais nous avons dit que compte tenu du calendrier, compte tenu de la méthode, ce dégel avant les Jeux Olympiques n'était pas de bon augure dans la mesure où il pourrait entraîner des tensions. Et nous avons indiqué que nous étions favorables à ce dégel. Marine Le Pen l'a exprimé au ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des Outre-mer, mais qu'il fallait un report à la fois de cette réforme, mais aussi un report des élections. Et comprenez bien que, au vu de la complexité de la situation, au vu des revendications qui sont celles aujourd'hui d'une partie de la population française sur ce territoire, il fallait se mettre autour de la table pour négocier un accord global qui inclut aussi des perspectives économiques. Aujourd'hui, on a une grande partie des usines, notamment de nickel, qui sont à l'arrêt, et évidemment 70 000 emplois qui sont menacés d'arrêt. Donc il faut des perspectives pour la Nouvelle-Calédonie. La priorité, c'est évidemment le rétablissement de l'ordre et de la loi sur chaque mètre carré
de ce territoire. Et ensuite, il faudra évidemment se mettre autour de la table. Mais je veux bien préciser qu'il y a là une minorité de gens radicalisés qui doivent maintenant répondre à la force de l'État et à la force des lois. Que vous ne soutenez pas. Par définition. Il y a une immense majorité d'ailleurs de la population aujourd'hui, quelle qu'elle soit en Nouvelle-Calédonie, vit dans la peur et vit dans la terreur de milices qui se comportent comme des factieux et qui tirent à balles réelles sur nos gendarmes. Cette violence, elle est inqualifiable. Les images que nous avons vues sont indignes et l'État doit répondre encore une fois avec toute la force nécessaire pour pouvoir ensuite poser les bases d'une discussion autour de la table sur l'avenir de la Calédonie. Vous savez, on a été les premiers à réclamer l'état d'urgence. On a été les premiers à défendre la Nouvelle-Calédonie française. C'est une position historique de mon mouvement et nous avons aussi été les premiers à alerter le ministre de l'Intérieur sur le calendrier et la méthode inadaptée qui a été celle du gouvernement, avec aujourd'hui le bilan que l'on connaît. Et je constate que sur ce sujet, nous avions raison. J'entends vos explications. Le trouble est né du fait que vous ne l'avez pas dit publiquement, que vos députés ont voté ce texte et après vous avez donné l'impression de faire machine arrière. Ce n'était pas le cas. Si ce n'était pas le cas, je clarifie aujourd'hui, mais nos députés ont voté pour ce dégel. Nous avons toujours été favorables à ce dégel, mais encore une fois, pas dans ce tempo, pas dans ce calendrier. Je me suis exprimé le lendemain à l'occasion d'une conférence de presse devant vos confrères. Et quand je regarde aujourd'hui la dégradation de la situation, je me dis que sur ce dossier, Marine Le Pen avait effectivement raison. Pourquoi proposer un autre référendum, un 4e référendum dans 40 ans, en 2064? Ça sert à quoi? On ne peut pas réduire ce que nous défendons uniquement à cette mesure. Nous disons une chose, c'est que la Nouvelle-Calédonie a besoin de perspectives, de part et d'autre. On a une population kanak aujourd'hui qui représente 40%, un peu plus de 40% de la population de l'île. Le processus dans lequel nous sommes engagés en Nouvelle-Calédonie est un processus très long, qui a plus de 36 ans, qui a débuté avec les accords de Matignon, 1988, qui s'est poursuivi en 1998 avec les accords de Nouméa. Aujourd'hui, on dit une chose très simple, on rouvre des perspectives, l'État investit, on flèche les investissements privés, on recrée un cadre de confiance en remettant tout le monde autour de la table et pas de nouvelles consultations, évidemment, avant 40 ans. 40 ans. Mais alors pourquoi cette échéance? C'est pour laisser une porte de sortie? Parce que je pense qu'il faut laisser du temps au temps en Nouvelle-Calédonie. Voilà. La Nouvelle-Calédonie est un territoire qui participe pleinement de la République française, mais qui a des spécificités. Ces spécificités, elles doivent être traitées. Et encore une fois, moi, j'ai vu des déclarations, notamment à droite. J'ai vu les déclarations de François-Xavier Bellamy. J'ai vu les déclarations de Marion Maréchal. Je veux dire, toujours en rajouter. Je veux dire, c'est très facile quand on est dans l'opposition. Mais quand on est en position, comme je le suis aujourd'hui, comme l'est Marine Le Pen, de ceux qui vont peut-être demain être en capacité de résoudre les problèmes, ça exige d'autres qualités humaines et politiques. Et encore une fois, moi, je pense que le rôle de tout responsable politique digne de ce nom, c'est la concorde nationale, c'est la paix civile et c'est évidemment le respect de l'ordre et de la loi sur chaque mètre carré du territoire. Au moment où on se parle, il y a des Français qui vivent dans la peur et l'État doit évidemment être à leur côté pour les protéger. Vous avez évoqué François-Xavier Bellamy qui vous a interpellé sur les réseaux sociaux. Il vous accuse de négocier les souverainetés de la France après 3 référendums et de donner ainsi raison à la violence. Ce moment est trop grave pour se permettre un tel reniement, dit-il. Est-ce qu'il y a des droites irréconciliables entre vous? Non mais... allez au bout de son tweet. François-Xavier Bellamy, je trouve ce propos absolument indigne, dit faut-il qu'il y ait des morts de gendarmes pour avoir le soutien du Rassemblement national. Je trouve que ce tweet est non seulement indigne, mais que son propos participe à jeter de l'huile sur le feu. Et probablement qu'en débattant avec M. Boyard de la France Insoumise, M. Bellamy en adopte aussi les codes, les mœurs et les outrances. Quand il est allé à Sciences Po notamment. Oui, hier soir sur BFM TV. Moi, je dis une chose très simple, et j'ai une question à poser à François-Xavier Bellamy. Quelle famille politique a organisé le gel du corps électoral? C'est la sienne, et c'est le président Chirac. Donc, je pense que cette situation doit appeler chacun à la modestie, qu'elle doit appeler chacun à l'humilité, jeter de l'huile sur le feu pour attiser les tensions, pour faire plaisir, pour se donner le sentiment de pouvoir dire tout ce qu'on veut sans assumer demain et après-demain les conséquences pour sauver son poste d'eurodéputé. Je trouve que c'est très petit niveau, je trouve que c'est indigne. Et encore une fois, il y a ceux qui font du bruit et il y a ceux qui demain seront en charge de résoudre les problèmes et particulièrement d'empêcher la guerre civile en France. Même traitement pour Éric Zemmour, qui lui estime que vous vous soumettez en réalité à la violence au Rassemblement national. C'est-à-dire en acceptant de facto de reporter cette réforme. Éric Zemmour démontre
encore une fois, qu'il n'est peut-être pas le responsable politique de l'esprit de finesse. Vous voyez, encore une fois, nous, demain, moi je me bats, voyez-vous, dans ces élections européennes et un peu plus largement pour que le courant d'idées que je représente et les millions de Français que nous représentons puissent demain non pas seulement gagner les élections en 2024 comme en 2027, mais engager le redressement du pays. Et j'insiste sur ce sujet, jeter de l'huile sur le feu, s'offrir le luxe de pouvoir tout dire pour faire plaisir à ses militants quand on est en campagne électorale, c'est très bien. Mais demain et après-demain, il faudra à la tête de l'État des gens capables de résoudre les problèmes du pays et accessoirement d'empêcher la guerre civile. On va parler des problèmes de sécurité dans un instant, mais avant, on va rentrer dans le dur de votre programme pour ces européennes. Une Europe qui protège, une Europe qui produit, une Europe qui respecte. Ce sont les 3 grandes lignes de ce projet. Le Rassemblement national veut notamment réhabiliter la frontière comme outil de protection et de régulation. Vous ne voulez plus sortir de l'espace de Schengen ? Je souhaite que, d'abord, qu'on prenne conscience que le fait migratoire, que la submersion migratoire qui touche aujourd'hui la France et toute l'Europe est peut-être le plus grand défi qui se pose à nos sociétés. L'immigration menace aujourd'hui non plus seulement nos comptes publics, mais menace notre sécurité et notre identité. Il y a d'innombrables quartiers en France où nos concitoyens ou nos compatriotes, y compris des Français issus de l'immigration, ont le sentiment de devenir des étrangers dans leur propre pays et de ne plus reconnaître la France. Par conséquent, moi je fais du défi migratoire l'un des thèmes majeurs de ma campagne électorale. Je défends 2 choses. Je défends la double frontière. La double frontière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'une part la possibilité pour l'agence Frontex, l'agence de garde frontière européenne, de refouler les migrants qui arrivent aujourd'hui aux portes de l'Union européenne. L'Union européenne aujourd'hui empêche toute forme de refoulement et contraint les États membres dont proviennent les migrants, à accueillir ces migrants sur le sol européen. J'ai en troisième position, et les répartir, c'est le pacte migratoire qui a été voté notamment par les macronistes et que soutient Emmanuel Macron, et qui prévoit précisément la répartition des migrants dans les communes, dans les villes, dans les villages françaises, avec la contrepartie de sanctions financières pour les États membres qui refusent cette immigration du fait accompli. Par conséquent, je souhaite que ceux qui viennent sur le sol européen, sans y avoir été invités, puissent être raccompagnés dans leur pays de départ. Je conçois qu'on puisse parfois fuir des situations qui soient difficiles, mais ça fait 30 ans que la France prend sa part en matière d'immigration et il faut aujourd'hui un tournant sur ce sujet, premièrement. Avec donc un retour aux frontières nationales ou pas ? Deuxièmement, je souhaite restreindre la libre circulation au sein de l'espace Schengen aux seuls ressortissants des pays de l'Union européenne. Mais comment ? Vous êtes français. Vous souhaitez demain aller passer un week-end à Rome en Italie. En passant la frontière, vous pourrez librement circuler, il n'y aura pas de contrôle. C'est très simple. Si vous êtes un demandeur d'asile, si vous êtes issu par exemple de la Syrie ou de la Libye, que vous posez le pied sur le sol italien, le fait d'être présent sur le sol italien, d'obtenir éventuellement un titre de séjour, ne doit pas vous donner la possibilité de circuler librement dans tous les États de l'Union européenne. Par conséquent, je souhaite que cette libre circulation dans les pays de l'Union européenne soit restreinte aux seuls ressortissants des États membres de l'Union, ce qui suppose aussi de renforcer les contrôles aux frontières. C'est prévu par le code Schengen. Il y a un certain nombre d'États qui le font, notamment l'Allemagne, et cela a permis ces derniers mois de faire baisser de 40% le nombre d'entrées clandestines en Allemagne. Encore une fois, le défi migratoire est un défi majeur. On ne pourra pas lutter contre l'immigration si on ne reprend pas en main nos frontières. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de confier la 3e place sur ma liste à Fabrice Leggeri, qui est un préfet français, qui est l'ancien directeur de l'agence Frontex, dont je parlais il y a quelques instants, et qui, lui, a été débarqué par la Commission européenne, précisément parce qu'il renvoyait les bateaux de migrants dans son pays de départ. Donc, encore une fois, si les Français veulent mettre fin à l'immigration massive, il faut voter pour le Rassemblement national, parce que nous sommes les seuls qui seront demain en capacité d'agir, que ce soit au niveau européen ou au niveau, évidemment, français. Et puis, plus largement, il faut que notre pays cesse d'être un guichet social pour l'immigration du monde entier. Aujourd'hui, vous arrivez en France sans jamais avoir travaillé ni jamais avoir cotisé. Vous pouvez, par exemple, bénéficier des soins gratuits avec l'aide médicale d'État. Moi, je souhaite mettre en place la priorité nationale pour faire en sorte que les allocations familiales et les aides sociales plus largement soient réservées uniquement aux citoyens français. Ça me semble être, encore une fois, un principe de bon sens. Et on demande aux Français de faire des efforts, mais ça serait bien qu'on leur réserve les fruits de la solidarité nationale. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. Une question de Pierre Devineau. Oui, vous refuseriez l'élargissement de l'Union européenne ? Je refuse tout nouvel élargissement de l'Union européenne. Les macronistes proposent dans leur projet
c'est le rapport Verhofstadt qu'ils ont défendu au Parlement européen l'automne dernier, une Union européenne à 37 États membres. Dans ces 37 États membres, il y aurait notamment 3 pays, la Moldavie, la Géorgie ou l'Ukraine, qui sont en conflit territorial direct ou indirect avec la Russie, puissance nucléaire, ce qui précipiterait évidemment une grande partie des pays de l'Union européenne dans la guerre. Deuxièmement, vous faites rentrer des États comme l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est la fin de l'agriculture française. Parce que l'Ukraine est une grande puissance agricole. On voit que la diminution des droits de douane depuis maintenant plusieurs mois avec l'Ukraine a entraîné les conditions d'une concurrence déloyale avec nos agriculteurs qui produisent par exemple, s'agissant des éleveurs, un poulet à 7 € le kilo. Ils ne peuvent pas être compétitifs quand on fait venir sur le marché unique du poulet ukrainien sans droit de douane qui est produit à 3 € le kilo dans des normes qui ne sont absolument pas rendues obligatoires pour les agriculteurs français. Donc l'élargissement, c'est le renforcement de la concurrence déloyale. Moi je pense que l'Union européenne s'est beaucoup trop élargie depuis maintenant plusieurs décennies. Depuis quand ? Et que, je veux dire, quand on a fait entrer les pays d'Europe de l'Est au début des années 2000, en fait depuis le début des années 2000, on voit bien que l'élargissement sans limite de l'Union européenne entraîne les conditions d'une concurrence déloyale sur le plan économique à l'intérieur, d'un dumping social dans le sens où pour des entreprises, il est toujours plus intéressant d'aller se délocaliser à l'Est où vous avez des SMIC qui sont parfois inférieurs à 500 € net. Et tout cela, évidemment, crée une concurrence déloyale pour nos travers. Donc je souhaite mettre fin à l'élargissement de l'Union européenne. Et paradoxe de tout cela, le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est encore en cours. Emmanuel Macron n'a toujours pas, depuis 7 ans, dénoncé ce processus d'adhésion de la Turquie. Moi, je refuse que demain et après-demain, la frontière de l'Union européenne soit en Irak. La Turquie est un État islamiste qui mène une guerre d'influence et un chantage migratoire à l'égard de l'Union européenne. Et nous devons proclamer que la Turquie n'est pas un État européen. Jordan Bardella, vous souhaitez aussi un référendum pour réaffirmer la primauté de la Constitution française sur les décisions des juges européens, toujours en matière d'immigration. C'est une position qui peut remettre en cause la primauté du droit européen. Comment faire dès lors que les 27 ne seraient pas d'accord ? Mais parmi les 27, certains États le font déjà. Regardez le Danemark, par exemple. Lorsque le Danemark a négocié son entrée dans l'Union européenne, le Danemark a organisé ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire que sur les sujets d'immigration, le droit danois prime sur toute autre jurisprudence européenne ou internationale. Moi, je vais vous dire, je refuse que des jurisprudences internationales, que des jurisprudences européennes viennent dicter à la France sa politique migratoire. Qui décide aujourd'hui de la politique migratoire française? Ce sont d'une part les immigrés eux-mêmes qui, arrivant en France, répondant ou non aux critères de l'asile, demeurent, quoi qu'il arrive, sur le territoire de la République française. Les Français sont donc confrontés à une immigration de fait accompli. Il y a un certain nombre de reconductions à la frontière chaque année. Non, 5% d'exécution d'OQTF. Ça veut donc dire que 95% des gens à qui on dit merci, au revoir, restent sur le territoire de la République française. Donc en France, tout le monde rentre, personne ne sort. Qui décide ? Les immigrés eux-mêmes et deuxièmement les jurisprudences européennes et internationales qui contraignent aujourd'hui la France à ne pas expulser des gens. Si ces personnes devaient être expulsées, elles seraient condamnées, ce sont les fameux avis de la Cour européenne des droits de l'homme, à des sanctions financières. Par conséquent, je souhaite moi réaffirmer la primauté de la souveraineté française sur le droit européen. Si nous arrivons à la tête de l'État en 2027, nous engagerons un référendum, ça sera partie de notre première mesure, un référendum sur la question de l'immigration, pour faire adopter dans la Constitution l'ensemble du bouclier politique, juridique, administratif, avec notamment la priorité nationale, le traitement de l'asile dans les ambassades et consulats des pays de départ, l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers, et évidemment la primauté du droit français. Mais je ne suis pas contre l'Europe, je veux juste que la France défende ses intérêts. Et je considère aujourd'hui qu'en l'état actuel du fonctionnement de l'Union européenne, la France ne défend plus ses intérêts et je souhaite par conséquent changer les règles du jeu. Et je ne souhaite pas que la Commission européenne décide de la politique d'immigration de la France et donc du destin du peuple français. Tout en restant, Jordan Bardella, dans la Cour européenne des droits de l'homme, en continuant de facto, finalement de facto, si nous réaffirmons la supériorité du droit français sur toute autre juridiction et jurisprudence par définition européenne ou internationale,
Ce sont les décisions administratives et juridiques françaises qui feront foi. Il y a des États comme la Hongrie, par exemple, qui maîtrisent leur politique d'immigration et qui sont membres de la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, je n'ai aucun tabou, mais je veux juste que le peuple français soit maître chez lui. Et je ne supporte pas l'idée que des commissaires européens non élus dans des bureaux à Bruxelles viennent dicter à la France le nombre d'étrangers qu'il doit accueillir chaque année. La commissaire européenne en charge des affaires intérieures, pour schématiser, c'est la ministre de l'Intérieur de la Commission européenne, et donc des différents États de l'Union européenne, a indiqué il y a quelques semaines dans une interview à vos confrères que nous devions accueillir 1 500 000 migrants de plus par an. Donc pour la Commission européenne, pour la Commission de Bruxelles, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Par conséquent, je dis aux Français, le 9 juin est aussi un référendum pour ou contre la submersion migratoire. Si vous mettez la liste que je conduis très largement en tête des élections européennes en France, vous poserez les conditions pour demain et après-demain d'une reprise en main de notre politique d'immigration. Et croyez-moi, sur ce sujet, nous gérerons la question de manière humaine, mais avec de la fermeté, et nous permettrons à la France de rester la France. Vous voulez aussi des états généraux de l'immigration, Jordan Bardella? Nous avons organisé des états généraux. Vous en avez organisé, vous en voulez d'autres? De l'immigration. Écoutez, le constat est posé? Le constat, tous les Français le partagent. Tous les Français qui vivent dans la vie réelle, qui prennent les transports en commun, qui vivent dans les banlieues, qui regardent les chaînes d'infos ou qui regardent ce qui se passe partout autour d'eux, ont conscience de la réalité de l'immigration. Et le drame, c'est que nous accueillons des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays. Emmanuel Macron nous a fait passer tous les records d'immigration légale et illégale, 900 000 clandestins sur le territoire français d'après Patrick Stefanini. Et en réalité, nous avons le record de faiblesse à l'égard de l'expulsion de l'immigration clandestine. Et évidemment que l'immigration est le terreau d'une idéologie islamiste qui ne veut plus seulement se séparer de la société française, mais qui veut nous imposer à tous ses modes de vie, ses coutumes, ses lois et ses interdits. Je refuse que l'islam politique devienne la loi dans nos quartiers et je refuse que la France devienne un autre pays que la France. Encore une question avant de passer la parole à Pierre de Villeneuve. Comment est-ce que vous faites pour expulser ceux qui doivent l'être? Est-ce que vous faites pression sur les pays qui ne veulent pas les accueillir, ne pas délivrer les laissez-passer consulaires? Quels moyens de pression avons-nous aujourd'hui sur ces pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants? Nous avons essentiellement 3 leviers diplomatiques de pression. Vous avez raison de rappeler qu'il y a aujourd'hui un sujet sur l'aboutissement des procédures d'expulsion avec certains États qui sont, en l'état actuel des choses et en l'état actuel du droit, disons réticents à reprendre leurs indésirables, c'est-à-dire à reprendre des profils qui poseraient problème en France ou simplement des clandestins qu'on souhaiterait renvoyer dans les pays d'origine. Il y a le premier levier diplomatique qui est celui des visas, du nombre de visas accordés à ces États chaque année. Vous ne voulez pas récupérer vos ressortissants qui posent problème chez nous, alors je suspendrai l'octroi de visas, premièrement. Deuxièmement, il y a l'aide au co-développement. Et les centaines de millions d'euros que nous donnons chaque année, notamment à des États africains, vous ne voulez pas reprendre les personnes qui posent problème dans mon pays, la France, alors je suspendrai l'aide au co-développement. Le troisième levier diplomatique, peut-être l'un des plus importants, c'est celui des transferts de fonds privés et des Western Union, qui représentent parfois 5, 10, 15% du PIB de certains États africains. Vous ne voulez pas reprendre vos ressortissants, alors je suspendrai les transferts de fonds privés. Et accessoirement, on dira, mot pour mot ce que propose Reconquête. Mot pour mot. Oui, il propose beaucoup de choses. Exactement ça, ces 3 moyens-là. 2 ans que le parti Reconquête existe et ils reprennent beaucoup de choses du Rassemblement national. D'ailleurs, sur votre plateau, Éric Zemmour avait déclaré qu'une grande partie des idées que je défendais étaient les siennes. Et donc, compte tenu aujourd'hui du rapport de force, moi j'appelle évidemment les électeurs d'Éric Zemmour à venir travailler à mes côtés parce que je pense que l'union fait la force et que sur la question de l'immigration, nous menons une course contre le temps et nous avons précisément besoin d'agir. Et puis on dira aussi à certains chefs d'État que s'ils ne souhaitent pas reprendre leurs ressortissants, alors il sera très compliqué de venir se faire soigner en France quand on est un dirigeant étranger. Alors, une question de Pierre de Villeneuve sur CNews et Europe 1. Exactement. Sur CNews et sur Europe 1, Jordan Bardella, il y a certaines personnes qui vous accusent de Frexit. Est-ce qu'on peut mettre un terme à cette idéologie ce soir? Qui nous programme accuse? Vous venez de dire, je ne vais pas citer de nom, vous le savez, vous les connaissez aussi bien que moi. Il y a certaines. Vous venez de dire qu'il faut changer les règles du jeu au sein de l'Union européenne. Est-ce que s'il faut changer ou remettre en cause les fondements de l'Union européenne, est-ce que c'est pas une sortie de l'Union européenne qui est déguisée? Pardon, mais et je vous l'ai évoqué en début d'émission, lorsque la Macronie propose
par l'adoption du rapport Verhofstadt, le plus grand bouleversement institutionnel. C'est-à-dire concrètement transformer les chefs d'État quasiment en ministres de la Commission européenne, supprimer le droit de veto, élargir à 37, est-ce qu'il ne change pas, est-ce qu'il ne viole pas l'esprit des traités ? Quand Bruno Le Maire accuse un déficit des comptes publics de 5,5% en 2024, est-ce qu'il ne viole pas la règle des 3% de déficit ? Donc, encore une fois, moi je ne suis pas contre l'Europe, je veux bâtir l'Europe du 21e siècle. On nous accuse d'avoir un projet caché qui serait celui de sortir de l'Union européenne. Emmanuel Macron. Oui, mais d'abord c'est bien dommage pour Emmanuel Macron parce que si, au-delà de lui-même, il s'intéressait un peu à ce qui se passe dans le pays, il verrait que ça n'est pas le projet que je porte dans ces élections européennes et que ça n'était pas non plus le projet que je portais en 2019 où je n'ai jamais défendu la sortie de la France de l'Union européenne dans ces élections européennes comme lors des dernières élections européennes. Mais je dis une chose très simple, c'est que l'Europe doit être un plus, l'Europe doit être une plus-value. Or, aujourd'hui, on le voit sur la question de l'immigration, on l'a vu sur la question de l'agriculture, où en multipliant les normes toujours plus lourdement pour nos agriculteurs, en négociant des accords de libre-échange sans aucune règle de réciprocité, l'Union européenne ne vient pas enrichir, accélérer la puissance des nations qui la composent, mais vient au contraire agir comme un accélérateur de notre déclin et, encore une fois, fragiliser notre identité, notre sécurité et notre économie. Moi, je dis une chose à Emmanuel Macron, l'opposition, ça existe. On a le droit d'être au sein de l'Union européenne en désaccord avec la politique qui est menée au niveau européen. De la même manière qu'en France, j'habite en France, j'ai le droit d'être en désaccord avec la politique que conduit Emmanuel Macron. Donc, je ne souhaite pas que la France sorte de l'Union européenne. Je souhaite en revanche qu'elle défende ses intérêts. Nous sommes le deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne, au pot commun de l'Union européenne. La France paye. Par conséquent, la France doit décider. Et Emmanuel Macron a été impuissant à défendre nos intérêts. Vous parlez d'Emmanuel Macron. Valérie Ayé, au grand rendez-vous CNews Europe 1, disait que, justement, puisqu'on parlait d'immigration à l'instant, vous ne vouliez en fait pas régler la question de l'immigration en Europe parce que c'était votre carburant électoral. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est une forme de réponse. Ouais. Non mais... Vous méprisez l'adversaire ? Non, mais si vous voulez, les arguments qui sont développés par Madame Ayé dans cette campagne sont absolument consternants. Madame Ayé m'accuse, elle a fait une interview dans Le Parisien pour m'accuser de ne pas parler des élections européennes. Ça fait à peu près depuis le mois de septembre que nous sommes en campagne. Nous sommes donnés aujourd'hui en tête des élections européennes. Et à 3 semaines du scrutin, mon opposante macroniste vient dire mon concurrent ne parle pas des élections européennes. Et là, elle vient dire, en fait, ça fait 40 ans que ce parti parle de l'immigration, mais en fait, ils ne veulent pas régler la question de l'immigration. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Donc, moi, j'ai fait un débat avec Madame Ayé. On l'a vu en difficulté sur les sujets européens. On l'a vu en difficulté sur la question de l'immigration. J'ai demandé à Valérie Ayé, est-ce qu'il y avait, oui ou non, trop d'immigration en France ? Et je veux dire, là, un ange est passé dans la salle. Elle ne sait même pas de quoi on parle. Elle m'a répondu, elle m'a dit chez moi en Mayenne, j'ai pas de problème d'immigration. Bon, on parle avec des gens qui sont complètement déconnectés de ce que vivent les Français qui nous regardent. Donc, je suis un peu dépassé par les arguments de Madame Ayé. Bon, on va continuer à évoquer votre programme du Rassemblement national. Jordan Bardella, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. À propos de l'énergie, c'est important. Vous promettez de faire baisser de 30 à 40% la facture d'électricité des Français en rétablissant un prix français et en sortant du marché européen de l'énergie. Non, en sortant des règles de tarification au niveau européen. La France a toujours eu une force... Prix force... français, c'est ce que je dis, voilà. Dans son histoire, du général de Gaulle au président Sarkozy, c'était le nucléaire. Le nucléaire, pendant des décennies, nous a garanti l'une des énergies les moins chères d'Europe, ce qui constitue un atout non pas seulement pour le pouvoir d'achat des familles françaises, mais aussi un gage de souveraineté et un véritable outil positif pour la compétitivité de nos entreprises. Depuis maintenant plusieurs années, les règles de tarification au niveau européen ont été harmonisées. Ce qui fait donc, pour être très concret, que les Français ne payent plus l'électricité à son coût de production historique, qui est autour de 60-70 € le mégawattheure. Mais on a décidé, avec ces règles européennes, d'aligner le prix et la facture d'électricité en France, non plus sur le coût de production français, mais sur les centrales à gaz en Allemagne. Je schématise, ce qu'on appelle la dernière unité appelée, qui est grosso modo le prix du gaz. Ce qui fait donc que quand on a, par exemple, alors qu'on ne dépend pas essentiellement du gaz, en août 2022, quelques mois après le déclenchement de la guerre, un pic à 1 000 € le mégawattheure
pour le gaz, on se retrouve avec des prix de l'électricité qui font du yo-yo. Parallèlement à ça, on a imposé à Électricité de France, par la règle de l'Arenh, de brader 25% de sa production d'électricité, comme ça, 25% de sa production d'électricité, à des fournisseurs privés qui se chargent de prendre les productions d'EDF et de les revendre beaucoup plus cher aux Français et aux entreprises françaises. Ce système est un système de spoliation. Les Français sont aujourd'hui volés par ces règles de fixation des prix au niveau européen. Moi, je souhaite que la France retrouve sa souveraineté énergétique. Si demain, nous rendons aux Français... Donc elle sort du marché européen de l'électricité. Des règles de tarification. Pas du marché, il y a des câbles. Okay. Je veux dire, ça nous permet aussi d'importer de l'énergie quand on en a besoin. On continuera d'exporter de l'électricité, d'importer éventuellement si on en a besoin, mais sortir du marché voudrait dire, il y a une confusion, sortir du marché voudrait dire quasiment qu'on coupe les câbles. Le marché, il existe, il y a une offre, il y a une demande, il y a des interconnexions physiques. En revanche, je sors de ces règles totalement absurdes et artificielles de fixation des prix au niveau européen pour rendre à la France son avantage comparatif. Croyez-moi, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui attendent cette mesure. Croyez-moi, il y a beaucoup de familles françaises qui ne comprennent pas que le président de la République reste les bras ballants depuis 2 ans, alors que les factures d'électricité ont augmenté de 45%. Par conséquent, j'ai fait de la question migratoire un axe principal de ma campagne, mais je fais aussi de la question du pouvoir d'achat et de la question des factures d'électricité et des fins de mois toujours plus difficiles pour nos Français, une urgence politique, parce que je pense que précisément au niveau européen, on ne peut plus tolérer un tel vol de la souveraineté énergétique de la France. Voilà par exemple, je disais tout à l'heure, il faut changer les règles au niveau européen, voilà par exemple un exemple très concret de la manière dont on peut permettre aux Français de retrouver un avantage comparatif, parce que là, pour le coup, pour les Français, c'est la double peine. Ils ont payé le nucléaire, ils ne peuvent pas en profiter, et ils sont obligés de payer pour, en fait, les choix stratégiques que n'ont pas fait, notamment nos voisins allemands qui ont totalement abandonné le nucléaire et qui se sont totalement fourvoyés sur ce sujet. En gardant la possibilité, comme le disait Laurence, d'échanges entre les pays en cas de tension. Là, on a des nouvelles centrales nucléaires, les SMR, voulues par M. Macron, qui n'ont pas encore été construits. Il n'y a rien avant 2035, rien avant 2040. Si on a besoin d'électricité, on pourra se tourner vers nos voisins européens. Mais non seulement on peut se tourner vers nos voisins européens, mais moi je souhaite que la France redevienne un paradis énergétique. Et moi je porte l'idée d'une diplomatie écologique parce que je pense que précisément grâce au nucléaire, la France a fait sa transition énergétique. Et que si nous sommes aujourd'hui l'un des pays les plus propres au monde, avec 0,6% d'émissions de CO2, les écologistes, c'est nous. Je rappelle que les États-Unis et la Chine à eux deux, c'est 1/3 des émissions mondiales de CO2. Par conséquent, si nous avons aujourd'hui l'une des énergies les plus propres au monde, c'est précisément grâce à cette force nucléaire. Emmanuel Macron a commis une faute historique, économique et politique très lourde en sabordant la filière nucléaire française. L'annonce de la fermeture de 14 réacteurs nucléaires en 2018. L'abandon d'Astrid, ce projet qui permettait de promouvoir des déchets nucléaires beaucoup plus propres en 2019. La fermeture de Fessenheim en 2020 a été une faute économique, politique très lourde qui nous a rendus dépendants, pas seulement de la Russie, parce que c'était en l'occurrence ce sujet dont il était question suite au déclenchement de la guerre, mais qui nous a en fait céder à l'ère du temps. Et on voit là qu'il agit totalement de manière dogmatique contre la science. Donc moi je crois dans le nucléaire et je souhaite que la France, précisément en investissant dans le nucléaire, en investissant dans des EPR, en permettant à la France de retrouver son niveau de production et un coût de production français, puisse évidemment permettre aux Français... Vous dites la même chose qu'Emmanuel Macron, qui a relancé le programme du nucléaire, avec notamment les petits réacteurs. Oui, donc il l'a sabordé, et devant le réveil de l'opinion, il se dit maintenant on va faire l'exact inverse. Mais vous voyez, ça pourrait prêter à sourire. Mais quand on a un chef de l'État qui, sur tous les sujets, a passé son temps à déconstruire, à faire tout et l'inverse de tout, à prendre une décision le lundi, à faire l'exact contraire le mardi, on le paye très cher. Parce que pour construire une centrale nucléaire, il faut plusieurs années. Et la réalité aujourd'hui, c'est que la France a perdu un temps considérable avec les erreurs qui ont été faites par ce gouvernement, qui a cédé à l'ère du temps, qui a cédé au dogmatisme, au fanatisme d'Europe Écologie Les Verts, dans cet accord qui avait été passé par les socialistes avec François Hollande lors de la présidentielle de 2012, et nous a mis aujourd'hui à la merci des spéculateurs et du marché mondial. On est face à Jordan Bardella sur CNews et sur Europe 1. J'aimerais qu'on avance et qu'on évoque le chapitre de la sécurité. 2 agents de la pénitentiaire ont été abattus de sang-froid dans l'heure la semaine dernière pour faire évader un multirécidiviste
récidiviste Mohamed Amra, qui est toujours activement recherché. Emmanuel Macron va leur rendre un hommage national mercredi à Caen. Les forces de sécurité, Jordan Bardella, payent un lourd tribut à notre protection. Gérald Darmanin a rendu hommage à Rouen cet après-midi au policier qui a neutralisé un clandestin sous OQTF qui s'en est pris à une synagogue. Il y a eu aussi l'hommage aux 2 gendarmes tués en Nouvelle-Calédonie. Vous avez appelé à un tournant sécuritaire, judiciaire et politique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Vous savez, quand vous portez un uniforme aujourd'hui, que vous soyez policier, gendarme, douanier, vous travaillez dans l'administration pénitentiaire et que vous quittez le matin votre épouse, votre mari, vos enfants, vous n'êtes pas sûr de les revoir le soir. Et on a un peu trop tendance à oublier le personnel pénitentiaire lorsqu'on parle aujourd'hui des conditions de travail très difficiles de nos policiers et gendarmes, de nos forces de l'ordre. Le personnel pénitentiaire travaille dans des conditions déplorables, face à des détenus qui sont de plus en plus violents, devant lesquels, encore une fois, l'État abdique. J'ai lu il y a quelques jours dans le Figaro que l'État voulait abaisser le niveau de sanction du trafic de drogue en prison, tant le trafic de drogue avait pris une importance non pas à l'extérieur de la prison, mais à l'intérieur des prisons. On sait qu'il est très compliqué aujourd'hui pour le personnel pénitentiaire de fouiller systématiquement les familles qui viennent faire des visites au Parlement. C'est contraire aux directives européennes. À cause de directives européennes. Et vous voyez là tout l'intérêt de notre référendum qui doit nous permettre sur les questions de sécurité et d'immigration de faire primer le droit français par rapport au droit européen. Donc, plus largement, notre pays fait face à un ensauvagement aujourd'hui tout azimut. Il y a dans notre pays, la France, madame, une agression toutes les 44 secondes, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, 1000 agressions par jour. Emmanuel Macron a laissé la situation se dégrader. L'année 2023 a été une année de tous les records. Et moi, je prône, face à cette mécanique permanente du déni qui vise à expliquer qu'il y a toujours une excuse sociale, que c'est parce que les gens sont pauvres qu'ils sont délinquants, que parce qu'ils ne viennent pas du bon quartier, de la bonne cité, ils finissent dans la criminalité. Je combats ce discours. Moi, je me prône face à cela, face à l'insécurité qui se développe partout en France, une seule attitude, la fermeté, encore la fermeté, toujours la fermeté. J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, de rencontrer le Premier ministre dans le cadre de ses consultations pour la violence des mineurs. Une grande partie de cette violence qui traverse le pays est liée à notre incapacité à répondre à la délinquance des mineurs. Moi, je souhaite qu'on mette fin notamment à l'excuse de minorité qui atténue aujourd'hui en très grande partie la peine. Parce que, encore une fois, quand à 14 ans, on plante une vieille dame de 80 ans au couteau pour lui voler les 20 € qu'elle a retirés au distributeur, on ne peut pas être jugé comme un enfant. Par conséquent, il faut mettre fin à l'excuse de minorité. Il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans. Je souhaite qu'on développe des centres éducatifs fermés pour les mineurs sur le modèle des pays nordiques. En Hollande, ils ont des taux de récidive qui sont bien moindres que les taux français parce qu'ils sanctionnent immédiatement avec des mesures privatives de liberté et des peines très courtes les mineurs qui sont placés précisément dans des centres éducatifs fermés dès leur plus jeune âge. Troisièmement, il faut responsabiliser les parents de mineurs récidivistes lorsqu'il y a des carences éducatives par la suspension des allocations familiales relatives à l'enfant concerné par la multiplication des crimes et des délits. Il faut rétablir des peines planchées, instaurer des peines minimales, expulser les délinquants et criminels étrangers. Vous voyez que ce que nous défendons, madame, c'est un véritable changement de philosophie dans la politique pénale. Moi, je ne m'habitue pas à ce que tous les jours, les Français aient peur lorsqu'ils sortent dans la rue, à ce que les parents qui nous regardent ce soir craignent systématiquement pour la sécurité de leur enfant, lorsqu'ils rentrent seuls de l'école le soir, lorsqu'ils sortent en soirée, le week-end avec des amis. Lorsque leur fille prend les transports en commun, je ne m'habitue pas à cela et je ne ferme pas les yeux face à cette montée de la délinquance. Donc il faut évidemment un tournant sécuritaire, un tournant pénal et évidemment un tournant migratoire parce qu'on sait que l'immigration aujourd'hui est responsable de la quasi-totalité de la violence de rue dans notre société. Mais est-ce que vous venez de dénoncer la quasi-totalité de la violence de rue ? Ah oui, la quasi-totalité de la violence de rue. Vous avez des chiffres ? Et oui, les chiffres qui sont diffusés sur CNews. Je voyais l'autre jour que 70% des interpellés à Paris pour des affaires d'agression sexuelle étaient des étrangers. Non pas des Français d'origine étrangère, des étrangers. Nous sommes en Île-de-France. 93% des vols qui sont commis dans les transports en commun d'Île-de-France, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, sont le fait d'étrangers. Pareil, on parlait tout à l'heure de Madame Ayé, ma concurrente macroniste, qui elle, ne voit pas le problème, j'ai débattu avec elle, ne voit pas le problème entre l'immigration et l'insécurité. Donc,
j'ai le sentiment qu'avec les gens qui prennent des décisions et qu'avec les gens qui sont censés nous protéger, on ne vit pas dans le même pays. Et ça, c'est dramatique. Oui, vous lui avez parlé d'éléphant, il me semble. Je ne l'ai pas traité d'éléphant. Vous lui avez parlé d'un éléphant au milieu de la pièce et qu'elle ne voyait pas. J'ai dit, il y a un éléphant au milieu du salon. Et vous ne le voyez pas. Qui est l'influence de la politique d'immigration sur la délinquance. Pas de son, pas d'image. Elle ne voyait pas le rapport. Sur ce que vous proposez, la suspension des allocations familiales pour les familles délinquants, la baisse de la majorité pénale, est-ce que c'est suffisant pour ce qui est en fait un phénomène de société, là où vos opposants demandent plus de pédagogie, revenir aux fondamentaux à l'école Mais c'est un bouclier qu'il faut déployer. D'abord, je vais vous dire... Qu'est-ce qui vous dit que ça va marcher, ce bouclier Faisons-le. Faisons-le, parce qu'en l'occurrence... Faisons-le parce qu'on n'a pas essayé avant. Mais non seulement parce qu'on n'a pas essayé, mais parce que je pense que face à l'insécurité, il faut arrêter la culture de l'excuse. Et que précisément l'autorité, qui est une valeur qui se perd hélas dans notre pays, doit revenir à tous les étages de la société, dans la rue, dans la justice, dans les prisons, à l'école. L'autorité doit revenir dans la société. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une majorité de Français qui épousent cette volonté de voir l'autorité revenir comme valeur cardinale à l'école, dans la société, dans la manière dont on gère les allocations familiales. Avoir des allocations familiales quand on est en difficulté, c'est pas une honte. Mais ça exige aussi des devoirs. Et ça exige aussi de ne pas utiliser le travail des Français de ceux qui travaillent dur pour commettre des méfaits, des crimes, des délits et déresponsabiliser totalement son enfant. Mais tout ce que je propose là n'a pas été essayé. Donc, moi, je ne viens pas vendre aux Français le risque zéro. Vous voyez, je ne mens pas aux gens. Je dis aux Français, le risque zéro, il n'existe pas. Et je viens leur dire, nous allons hériter et récupérer un pays qui aura été considérablement abîmé. Et moi, je veux parler à tous les Français qui, aujourd'hui, ont le cœur qui saigne en voyant l'état de la France, en voyant l'état du pays. Et je veux juste leur dire que ce qu'ils vivent, que l'insécurité qui touche aujourd'hui tous les territoires de France, villes, banlieues, campagnes, outre-mer, n'est pas une fatalité, que c'est la conséquence du laxisme qui est au sommet de l'État et qu'en changeant radicalement la conception qu'on a des libertés publiques, du rapport à la justice, qui doit, à mon sens, être du côté, non pas des victimes, mais du côté, non pas des agresseurs, pardonnez-moi, mais du côté des victimes, alors on peut avoir des résultats qui seront bien moins pires que ceux du gouvernement. Laxisme au sommet de l'État, dites-vous, Gabriel Attal, qui a proposé également une série de mesures, dont l'inscription du casier judiciaire dans les diplômes. Est-ce que vous êtes pour cette mesure-là ? Oui, mais vous voyez bien que tout ça n'est pas suffisant. Mais ça ne fait pas partie d'un bouclier. Mais Gabriel Attal propose des stages de responsabilisation des parents. Et j'ai vu qu'il proposait même pour les familles de délinquants que les familles de délinquants financent des associations d'aide aux victimes avec l'argent des allocations familiales. Donc il ne peut pas y avoir de demi-teinte. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté sur le traitement de l'insécurité. Et ce que je note, c'est que Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont des chiffres absolument catastrophiques sur la gestion de l'insécurité. Et encore une fois, on ne peut pas évoquer la question de la sécurité et de la justice si on continue à laisser rentrer chaque année 450 000 personnes, incluant les mineurs étrangers non accompagnés, dans notre pays. Pourquoi est-ce que Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont fait adopter au niveau européen le pacte migratoire qui prévoit la répartition obligatoire des migrants dans les communes françaises ? On ne peut pas prétendre lutter contre l'insécurité en France quand on adopte un tel dispositif. Combien de places de prison voulez-vous lancer, Jordan Bardella ? Combien de magistrats en plus ? Combien de greffiers en plus ? Écoutez, il manque à la justice des moyens. Il y a eu un léger effort qui a été fait sous le quinquennat précédent, mais qui est à mon avis insuffisant. Il nous manque aujourd'hui environ 15 000 places pour être à la moyenne européenne. Il faut engager cette construction de 15 000 places de prison. On sait qu'il y a 1500... qui n'est pas chose aisée, les habitants n'en veulent pas dans les communes. Oui, enfin ça c'est un peu l'excuse qu'on donne, mais partons du principe qu'il faut construire des places de prison parce qu'on a aujourd'hui 1500 détenus qui dorment sur des matelas à même le sol et 100 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées chaque année parce qu'il manque des places. Deuxièmement, je vais vous donner un moyen peut-être évident de faire de la place dans nos prisons, c'est le rétablissement de la double peine qui a été supprimé par Nicolas Sarkozy et qui doit précisément nous permettre, enfin en tout cas il a considérablement réduit le champ d'application de la double peine, si on veut être honnête et parfaitement objectif, pour faire en sorte que les délinquants et criminels étrangers ne fassent pas leur peine dans nos prisons, mais sous couvert d'accords bilatéraux dans les pays de départ. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, ce sont les Français qui ont la double peine. C'est-à-dire qu'en fait, on fait venir des gens
on invite des gens chez nous à déjeuner ou à dîner, ces gens-là nous agressent, repartent avec la télé, et en plus, on doit financer les prisons et on doit les financer en prison. Stop. Il y a 25% de détenus qui sont de nationalité étrangère. Dehors. Vous parlez de double peine, est-ce que vous seriez pour des courtes peines, comme ça existe dans d'autres pays européens? Je l'ai évoqué. Je pense que pour les mineurs, il faut des peines courtes, immédiates et privatives de liberté. Ça marche? En tout cas, quand on regarde les pays où ça a été mis en œuvre, notamment aux Pays-Bas, pour ne citer que les Pays-Bas, ils ont, je l'ai dit tout à l'heure, des taux de récidive qui sont bien moins importants que les taux français. Le problème aujourd'hui, quand vous êtes jeune, c'est que vous ne risquez quasiment rien. Quand vous avez 13-14 ans, vous vous livrez à des faits délictuels, vous ne risquez quasiment rien. Vous êtes couvert, non pas seulement par l'ordonnance de 45, mais par la présomption de mineur. Enfin, on considère que vous êtes mineur et donc vous ne risquez rien. Bon, la peine est considérablement atténuée. Quand une peine est éventuellement prononcée, elle met plusieurs mois avant d'être réellement exécutée. Et donc, par conséquent, ça n'a absolument aucun impact sur le jeune qui se livre à un fait délictuel ou à un fait criminel. Donc, moi, je souhaite qu'on généralise les centres éducatifs fermés et que, dès le plus jeune âge, on puisse faire l'objet d'une mesure de privative de liberté dans ces centres. 1 semaine, 2 semaines. Vous recommencez 6 mois. Vous recommencez 1 an ou 2 ans. Et ce système qui est désincitatif à la récidive, il a fait ses preuves dans certains États. Et moi, je souhaite qu'il puisse voir le jour en France. Jordan Bardella, on est toujours sur CNews et sur Europe 1. Dans notre dernier sondage Opinionway, en partenariat avec le JDD, vous êtes largement en tête des intentions de vote, 31% en votre faveur, contre 16% pour Valérie Ayé. On a Reconquête qui est à 8%, la France Insoumise 8%, les Républicains 7% et Europe Écologie Les Verts 6%. Est-ce que si votre liste arrive en dessous des 30% le 9 juin, ce sera une déception? Est-ce que votre pire ennemi, ce n'est pas finalement l'abstention? Est-ce que ce serait une déception? Moi, je suis un battant et je me bats dans ces élections européennes pour que les idées que je porte puissent faire le score le plus important possible. Aujourd'hui, les intentions de vote, ce sont des intentions de vote, merci de le préciser, nous laissent entrevoir le plus haut score que le Rassemblement national n'ait jamais fait de toute son histoire. Maintenant, ai-je peur de l'abstention? La réponse est oui. C'est votre pire ennemi. Moi, je dis aux Français et à ceux qui nous regardent ce soir, moi, je suis prêt à défendre des idées que je crois majoritaires dans le pays. Je suis prêt à vous aider, mais je ne peux pas le faire sans vous. Vous pouvez râler, vous pouvez contester la politique que mène le gouvernement, mais si vous ne créez pas les conditions de l'alternance, si vous ne tentez pas de faire ce qu'on n'a jamais fait depuis 30 ans, vous me rappeliez, monsieur, à juste titre, que les mesures qu'on prône sur la sécurité et l'immigration, elles n'ont jamais été testées, non pas seulement depuis 30 ans, mais peut-être depuis 40 ans. Alors je ne peux pas vous aider si vous ne m'aidez pas à vous aider. Donc je dis aux Français, le 9 juin, s'abstenir, c'est approuver la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est en réalité faire un cadeau aux gens qui sont au pouvoir et qui se complaisent par l'abstention des Français qui contestent précisément cette politique. Et puis je veux aussi parler aux tous les électeurs patriotes, de droite mais aussi d'ailleurs, qui sont tentés de disperser leur voix, qui sont tentés de voter pour les Républicains, qui sont tentés de voter pour Éric Zemmour et Marion Maréchal. Je leur dis, ne dispersez pas vos votes sur des listes qui ne peuvent pas gagner. L'état du pays est trop grave pour qu'on se divise. Moi, je veux faire l'union. Je pense que cette union de tous les Français patriotes, elle est indispensable pour préparer l'alternance. On n'est plus il y a 10 ans, on n'est plus il y a 15 ans. La France mène une course contre le temps. La France court le risque de l'effacement, court le risque de la disparition. Moi, je souhaite que la France reste un pays libre, reste un pays sûr. Je pense qu'on peut encore inverser le cours de l'histoire, mais que le temps nous est compté. Et plus on dispersera nos voix, plus on renforcera nos adversaires. Et je crois que le 9 juin prochain, plutôt que de voter pour des listes qui ne peuvent pas gagner, vous devez nous donner la force la plus importante possible pour envoyer un maximum d'eurodéputés à Bruxelles et surtout pour que la sanction infligée à Emmanuel Macron soit la plus considérable possible. Jordan Bardella, vous êtes écouté sur Europe 1 et regardé sur CNews. On parlait c'est un scrutin européen, c'est aussi un scrutin qui a été nationalisé. Alors permettez-moi cette question, si vous arrivez en tête, est-ce que vous demanderez la dissolution de l'Assemblée nationale? Si je suis en tête le 9 juin prochain, ça sera un désaveu en fonction de la différence de score qu'il pourrait y avoir avec la liste d'Emmanuel Macron. Un désaveu pour la politique qu'il conduit. Par conséquent, je l'ai dit, si j'arrive en tête des élections européennes, le 9 juin prochain, je demanderai le soir même
la dissolution de l'Assemblée nationale. Au nom de quoi ? Parce que je crois que c'est parfaitement sain lorsque le président de la République est désavoué, alors même qu'il a déjà une majorité relative, d'en revenir aux urnes, d'en revenir au peuple. Et moi, je dis aux Français, si le peuple vote, le peuple gagne. Vous avez une opportunité historique, je le dis. Il n'y en a pas deux par décennie des occasions comme celle-ci, de porter à la tête du pays des idées patriotes. Est-ce que les Français vont enfin se choisir des responsables politiques qui les aiment, qui les respectent et qui les considèrent ? Nous, on est prêts avec Marine Le Pen. On est déterminés et on est sincèrement convaincus que les idées que nous portons sont nécessaires au pays parce qu'après, il sera trop tard. Jordan Bardella, vous demandez une dissolution. Qu'est-ce qui peut bien forcer Emmanuel Macron à l'accepter ? Le respect des Français. C'est un scrutin européen. C'est un scrutin européen. C'est pas un scrutin européen. C'est un scrutin français et européen. Vous voyez, et nos adversaires ont tellement... C'est un scrutin européen. Oui, où on va élire des eurodéputés français qui iront voter à Bruxelles et à Strasbourg sur le quotidien des Français. Quand on décide le pacte migratoire et la répartition obligatoire des migrants dans les villes et les villages français, c'est voté à Bruxelles après une élection européenne, mais ça a des conséquences sur la vie des Français. Donc, ne pensez pas... Pardon, mais je me dois à ce rappel déontologique, parce que vous avez aussi une influence sur le scrutin et sur le débat public. On ne peut pas dire qu'on vote pour des gens qui sont complètement hors sol et qui ne vont pas décider là-bas de choses qui ont des conséquences concrètes dans la vie des Français. Je veux dire, quand Gabriel Attal décide de s'engager dans cette campagne et de débattre avec moi après-demain, on est quel jour ? Lundi ? Jeudi. Lundi. Il engage sa responsabilité et celle de son gouvernement. Par conséquent, lorsqu'on est battu, on en tire les conséquences, on en tire les conclusions. Et donc moi, je souhaiterais effectivement que, si nous arrivons en tête, Emmanuel Macron puisse entendre et respecter l'avis des Français et prononcer la dissolution de l'Assemblée. On voit bien qu'il y a une situation de blocage aujourd'hui dans le pays. Et que quand on a une majorité relative, qu'on n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est compliqué. Jordan Bardella. Lesquels ? Allez-y. Je sais pas, on nous a vendu une loi immigration qui a été vendue par le gouvernement, détricotée par le Sénat, puis finalement annulée par le Conseil constitutionnel. Donc on ne peut pas dire qu'on gouverne et on fait avancer le pays quand on a une majorité relative. Donc je dis aux Français, le 9 juin, vous avez la possibilité d'ouvrir l'alternance. Vous voyez, et probablement que ce scrutin est peut-être le dernier arrêt au stand avant l'élection présidentielle et l'arrivée de la course en 2027. Laurence Ferrari. Alors, pourquoi Marine Le Pen n'a-t-elle pas voulu débattre avec Emmanuel Macron avant les européennes ? Marine Le Pen, il y a quelques semaines, a dit « Je suis prête à débattre avec le président de la République ». Oui ou non ? Elle a dit en septembre, hein ? Oui. On est d'accord ? Non, ça c'était le mois dernier. Bon. Il y a quelques jours, des conseillers de l'Élysée, qui parlent beaucoup aux journalistes, ont dit qu'il faudrait peut-être relancer l'idée d'un débat Macron-Le Pen, parce que le président de la République n'avait pas répondu. Marine Le Pen a dit « On est à 3 semaines des élections européennes. Il y a un face-à-face qui est organisé entre Jordan Bardella et Gabriel Attal sur les élections européennes. » Elle dit, moi je souhaite aborder plus largement que la question des élections européennes, parler des 3 années qui viennent du quinquennat, parler de la santé, parler du pouvoir d'achat, parler de la sécurité. Et donc, elle est parfaitement prête à débattre, comme je suis prêt à débattre, et comme je débattrai évidemment avec le Premier ministre jeudi. Donc elle n'a pas peur du débat avec Emmanuel Macron ? Non, elle a déjà débattu. Marine Le Pen a une solidité, une expérience qui, je crois, est enviée par beaucoup de responsables politiques, je pense. Pierre de Villeneuve. Un sondage montre que vous détrônez Marine Le Pen, et ce n'est pas le seul d'ailleurs, il y en a eu d'autres, en tant que meilleur opposant de droite au gouvernement. Comment est-ce que vous le vivez et comment est-ce qu'elle le vit-elle ? Je suis... Vous voyez bien qu'il y a des répercussions nationales sur les élections européennes. Bon, je suis la tête de liste du Rassemblement national pour ces élections européennes. Bon, par conséquent, depuis le mois de septembre, j'ai désigné le président de la République comme mon principal opposant dans le cadre de ces élections européennes. Donc, ceci expliquant sans doute cela, mais on travaille aujourd'hui, si c'est ça votre question sous-jacente, en très bonne intelligence. Et Marine Le Pen a fait un choix, et je la remercie, c'est de s'engager pleinement dans cette dernière ligne droite de la campagne, aussi pour appeler à la mobilisation les gens qui lui ont fait campagne lors de l'élection présidentielle et leur dire que la victoire n'est plus très loin, mais qu'il faut évidemment maintenant que les Français nous aident à les aider. Avec une normalisation qui s'accélère, vous avez dit, dans une élection à 2 tours, le candidat le plus excessif est toujours éliminé. Ce que vous avez dit au journal du dimanche. Je suis un garçon Est-ce que c'est vraiment ça la philosophie du Rassemblement national ? Non, mais ouais, je pense qu'il faut qu'on rassure les Français. Moi, je suis lucide sur ce que nous sommes.
Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, pendant longtemps, peut-être ont eu des craintes de bonne foi à notre égard. Et moi, je veux les rassurer. Et je veux leur dire qu'on est un grand mouvement populaire, patriote, qui avons à cœur de défendre la paix civile, l'unité de tous les Français et de rallumer cette flamme aujourd'hui en France. La France, et je le déplore, est un pays, je trouve, qui ne s'aime pas suffisamment. Voilà, on a l'un des plus beaux pays du monde. Et je veux dire aux Français qu'on a tous les atouts pour s'en sortir. Encore faut-il à la tête de l'État des gens, encore une fois, qui aiment les Français, qui les respectent, qui les considèrent. Et nous sommes prêts à proposer aux Français ce chemin. Mais à qui tendez-vous la main? Clairement, au plan politique, vous vous adressez aux électeurs des uns et des autres, on l'a bien compris. Est-ce que vous êtes prêts à faire une coalition avec les Républicains, avec Reconquête, avec les électeurs du centre? Est-ce que vous êtes prêts à des alliances ou pas? Oui, bien sûr. Mais vous savez, quand il y a eu ce débat sur la dissolution de l'Assemblée nationale, qui avait déjà agité nos différentes interviews, je m'en souviens, l'an dernier, pendant les mobilisations sur la réforme des retraites, moi j'avais indiqué que s'il devait demain y avoir une dissolution et des législatives anticipées, pour les députés, les Républicains, qui auraient fait le choix de ne pas voter... la motion de censure du gouvernement, la censure du gouvernement, alors je ne mettrai pas de candidat RN face à eux lors des élections législatives. Donc moi, je souhaite créer des ponts, je souhaite créer des passerelles, et je pense que l'union ne fait pas seulement la force, l'union fait la France, et que précisément, dans le cadre du redressement du pays, nous aurons besoin de la mobilisation de tous, de l'énergie de chacun, et c'est la raison pour laquelle, moi, dans ces élections européennes, je tends la main aux électeurs des Républicains, aux cadres locaux des Républicains. Je leur dis, venez travailler à mes côtés, venez travailler avec nous, venez participer au redressement du pays, mais aussi aux électeurs d'Éric Zemmour qui, je le sais, sont extrêmement soucieux de voir la France disparaître. Moi, je ne me résous pas à cela. Vous leur tendez la main, vous ne leur tenez pas encore la main, mais en tout cas, vous leur tendez à ces électeurs. Oui, ils sont assez grands. Mais pas aux dirigeants. Les dirigeants, c'est toujours difficile parce qu'ils ont fait eux-mêmes... le choix, je veux dire, Marion Maréchal oui. A fait le choix de quitter le Rassemblement national pour mener une aventure aujourd'hui seule, à côté du Rassemblement national. Ça n'a jamais marché. Et donc quoi? Elle est sur une liste noire? Non, mais elle est vous pas lui dites reviens? Mais attendez, elle a quitté le Rassemblement national. Donc je suis pas comptable. C'est pas à moi de tendre la main, si vous voulez. Les gens ont pris des parcours qui sont différents. Donc je veux dire, à partir du moment où moi je suis aujourd'hui donné à 32% et où la liste Reconquête est donnée à 5 ou 6%, ils sont politiquement dans une impasse. Pourquoi neutraliser 5% des voix patriotes? Moi, je pense qu'on a besoin vous leur avez posé la question de créer cette... Pas à travers des interviews, mais est-ce que vous leur avez posé la question directement? À ceux que vous citez, à Marion Maréchal et Éric Zemmour. Mais ils ont... deux candidats de droite dans ces élections. François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal. Oui. François-Xavier Bellamy, je lui ai proposé, c'est une autorité publique, à quelques mois des élections européennes, d'être 3e sur ma liste et de me rejoindre. Il n'a pas voulu, il a décidé d'être fidèle à sa famille politique, c'est tout à son honneur. Marion Maréchal a fait le choix de quitter le Rassemblement national, de soutenir Éric Zemmour, alors qu'elle avait dit qu'elle soutiendrait le mieux placé lors de l'élection présidentielle, et de dire aujourd'hui, maintenant, il faut une alliance avec le RN. Ça pose des problèmes de cohérence. Moi, je suis cohérent. Vous voyez, moi, je suis cohérent. Et elle est incohérente. Oui. Pardon, oui. Non, mais ça va moi, je suis cohérent. Et surtout, je ne vois pas aujourd'hui la plus-value de candidatures qui partagent quasiment la même chose. Je veux dire, ce qui nous rapproche est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je dis aux électeurs d'Éric Zemmour, venez travailler avec nous, venez gagner à nos côtés. Moi, je vous accueille, je vous tends les mains. Et j'ai précisément constitué une liste de rassemblement, ma deuxième de liste, Malika Sorel, essayiste intellectuelle française, ancienne proche de François Fillon, qui a été membre du Haut Conseil à l'intégration, Alexandre Varro, qui a été député européen du mouvement de Philippe de Villiers, Jean-Paul Garot, magistrat, ancien député LR, le père du parquet national antiterroriste. Donc, dans cette campagne, il y a ceux qui parlent du rassemblement, et puis il y a ceux qui le font vivre, il y a ceux qui parlent de l'union, il y a ceux qui la font. Moi, je la fais concrètement parce que j'y crois. Une dernière question, Jordan Bardella. Quelles sont vos ambitions, au fond? On vous a beaucoup reproché votre manque d'implication au Parlement européen. Vous y avez répondu. Mais quelle est votre ambition secrète? Elle est nationale, plus qu'européenne, visiblement? Elle est française. Donc pas européenne. En fait, depuis que je me suis engagé à 16 ans en politique, j'ai commencé très tôt. Je me suis engagé politiquement en Seine-Saint-Denis parce que précisément, j'ai grandi dans des conditions modestes et que, au fond, je ne voulais pas que ce pays que j'aime et qui a accueilli ma famille d'Italie au début des années 60,
que tout mon pays ressemble au quartier dans lequel j'ai grandi, qui a été touché par l'insécurité, l'islamisme, le trafic de drogue. Et je me bats avec un sentiment d'urgence. Et ce sentiment d'urgence, depuis mes 16 ans, il ne m'a jamais quitté. Et je me bats sincèrement aujourd'hui pour les Français. Les Français, sans doute, m'ont vu grandir depuis 5-6 ans que je suis maintenant en première ligne. Et je n'ai aucune autre ambition que celle de servir mes idées et de servir le bien commun et de servir mes concitoyens. Et sans doute, ma plus grande peur, ce serait de décevoir les Français. Mais je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Merci d'être venu sur CNews et sur Merci Europe 1. Mercredi, mon cher Pierre, c'est Manon Aubry que nous allons recevoir. Dans un instant.